Bonjour à toutes et tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un programme riche de cette semaine. Tout d'abord, le résultat de la mobilisation de la profession contre l'article 30 du PLFSS, la rencontre avec la conseillère santé du président de la République et le démarrage de la campagne de vaccination antigrippale. On répondra également, comme d'habitude, à quelques questions à la fin du live, mais tout de suite, on passe aux questions d'actu. Bonjour Philippe, Bonjour Valérien, tiens, tu es de retour. me revoilà. Alors Philippe, la mobilisation de la profession a payé. Il n'y aura donc pas d'appel d'offres sur les médicaments en 2023. Est-ce que cette mesure est réellement abandonnée? C'est une mesure qui était assez catastrophique. La mobilisation toute la profession a marqué les esprits. Un nombre conséquent de députés ont appelé le ministre grâce à vous toutes et tous, hein. Et donc ça, c'est top. Je vous remercie encore. Le, le texte, la première partie du texte, du projet de loi de finances de sécurité sociale, a été présenté hier par le gouvernement qui a engagé sa responsabilité sur le texte, le fameux 49.3. La première ministre a indiqué qu'il y aurait débat sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire l'article 30. Donc, normalement, il va y avoir un débat parlementaire là-dessus. Et le gouvernement a déposé un amendement de suppression comme indiqué. L'ensemble des groupes parlementaires sont d'accord et ont souhaité la suppression des appels d'offres. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ce texte. Tout le monde sait qu'il va être abandonné. Ne vous inquiétez plus sur ce sujet. Il nous reste à remercier tout le monde. Nous attendons que formellement le Parlement ait voté pour faire un communiqué commun avec nos amis de l'USPO, des collectifs, de tous les groupements, parce que tous les groupements étaient avec nous sur cette action. Et les étudiants qui nous ont rejoints, c'était très top qui nous rejoignent. Tu as par ailleurs rencontré la conseillère santé du président de la République à l'Élysée cette semaine. Comment voit-elle l'évolution du métier? Peut-être vous présenter en deux mots Katia Julienne, qui est une haut fonctionnaire que nous connaissons bien. Elle a été notre responsable de la direction de la sécurité sociale il y a quelques années. C'est grâce à elle que nous avons fait la première convention de transformation du métier en 2012. Elle a été ensuite à la Haute Autorité de Santé, puis directrice générale de l'organisation des soins, avant de rejoindre cet été le cabinet d'Emmanuel Macron. Et donc, elle va être en charge du déploiement de la politique du président de la République. C'est donc important de la voir, puisque c'est avec elle que nous allons bâtir, dans ce quinquennat qui s'ouvre, la politique de santé. Donc, évidemment, on a parlé des actualités de l'officine, on a abordé un peu le PLFSS, mais comme le sujet était réglé, on n'a pas eu à s'attarder. Pas de difficulté, même si j'ai bien rappelé que nous n'en voulions pas non plus l'an prochain, et d'ailleurs jamais, de ce sujet. Donc, elle m'a dit qu'il fallait qu'on regarde ça avec le ministère de l'Industrie et qu'il regarderait ça de façon attentive à l'Élysée. Bien sûr, nous avons abordé la suite des négociations conventionnelles, puisqu'en 2023, il va y avoir, en fin 2023, donc, un avenant qui va marquer la feuille de route de la profession après l'élection présidentielle. C'est comme ça que nous avions bâti le calendrier. Je lui ai remis aussi le Tour de France et donc notre action pour le déploiement de la convention signée au mois de mars. Donc, on a fait le point sur tous ces dossiers, sur les dossiers de la prévention qui sont au cœur du dispositif. Et c'est là qu'elle m'a fait part donc, du grand projet du président qui était autour de la prévention, clairement. Et donc, c'est ça qui est décliné dans le Conseil national de la refondation. De la prévention qui, du point de vue du président, est sur tous les aspects de la vie. Ce n'est pas uniquement sur la santé, c'est aussi sur le sport, sur la qualité de vie, sur l'éducation. Donc, c'est quand même un gros chantier que ce chantier de la prévention. Nous avons, bien sûr, à nous positionner sur ce que nous pouvons apporter dans ce champ, et ce sera ce que nous essaierons de faire
dans le Conseil national de la refondation. Donc ça a été le sujet cœur de notre entretien, puisque nous venions d'avoir le comité de liaison interordre qui a donc fait ses propositions déontologiques sur le parcours de soins du patient. Nous avons bien sûr apporté notre soutien à la démarche des ordres. Notre présidente de l'ordre, Karine Wolf, a été très influente sur la rédaction de ce projet. Elle me tenait bien sûr au courant. Nous avons un dialogue permanent dans la profession et donc cette feuille de route qu'ont donnée les ordres va nous permettre maintenant de bâtir avec le gouvernement des projets de partage de compétences, des collaborations, des délégations, selon en fait les cas des patients dans les territoires. Donc on a parlé pas mal de ça. Et ensuite, j'ai abordé le sujet de l'attractivité du métier de pharmacien, la problématique des études. Je l'ai alerté sur le non-remplissage des facultés de pharmacie et sur tout ce travail, sur tous ces sujets, les sujets des préparateurs avec la problématique que nous avons de faire reconnaître le DUST comme valant brevet professionnel pour la délivrance du médicament. On en est là quand même, ce n'est pas encore fait. Et donc, elle m'a demandé de lui faire des propositions concernant des évolutions législatives parce qu'il y allait y avoir très prochainement un vecteur législatif santé qui allait permettre de faire un petit peu la voiture balai de tous ces textes qui nous manquent. Il y a aussi la vaccination par les préparateurs. Et puis, donc, tout ça, et donc la 6e année d'études de pharmacie également. Donc, pas mal de sujets d'attractivité de métier, tout en sachant que la loi ou s'il doit y avoir une grande loi sur l'évolution et le partage des tâches entre professionnels de santé, médecins, traitants et autres, eh bien ça se fera plutôt à l'automne dans le cadre du PLFSS pour 2024 qui sera peut-être assorti d'une loi de santé qui permettra de faire évoluer en parallèle le code de la santé publique et les moyens nécessaires au fonctionnement justement du système de santé. Donc un rendez-vous extrêmement riche. Nous sommes véritablement en confiance avec la conseillère du président. Comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, qui a donc entre la Haute Autorité Santé, la Direction générale de l'organisation des soins, la Direction de la sécurité sociale, un parcours qui lui permet d'aborder l'ensemble des sujets de santé. Voilà, un rendez-vous, donc un compte rendu exhaustif, Valérian, aussi. Oui, exhaustif. Alors, sans transition, vaccin grippe, la campagne a démarré mardi. Est-ce que tu as des premiers retours? Oui, j'ai des premiers retours. La campagne démarre un peu plus fort que l'an dernier. Donc, nous avons hier injecté 480 000 doses de vaccin grippe et nous avons délivré un peu plus de 1 300 000 vaccins. Donc, ça veut dire que nous avons injecté à peu près 30% des vaccins que nous avons délivrés, sachant que certains de nos patients vont revenir dans un deuxième temps se faire vacciner, puisqu'ils ne veulent pas le faire de façon immédiate, mais ils préféreraient réserver le vaccin. Donc, une campagne qui démarre plus fort que l'an dernier. Donc, il faut enclencher le mouvement, il faut faire de l'aller vers, il faut conseiller de faire le rappel Covid en même temps, ne l'oubliez pas. Donc, chaque fois que vous faites le vaccin grippe, en même temps, demandez à vos patients s'ils sont à jour de la dose de rappel. Et bien sûr, vous faites le rappel bivalent Covid en même temps que le vaccin grippe. Donc voilà, des premiers chiffres qui sont encourageants, mais il n'y a que les 3 premiers jours. Hein. Donc j'espère que nous allons rentrer sur une bonne dynamique. Il faudrait que la campagne de communication commence. Voilà, sans oublier de se vacciner soi-même, le proposer à ses équipes. Oui, merci Valériane de ça. Effectivement, se vacciner soi-même, le proposer aux équipes. Les assureurs de la branche, Abgis et Ecclesia, ont mis en place des dispositifs permettant la prise en charge de la vaccination de
nos équipes. Il est important que tout le monde soit vacciné. C'est vraiment un geste de citoyen et un geste professionnel de santé. L'objectif, c'est de ne pas contaminer nos patients fragiles qui viennent nous voir. Je sais bien que la plupart des professionnels qui travaillent en pharmacie sont jeunes et donc ne sont pas théoriquement concernés par des risques de forme grave, mais nous le devons à nos patients parce que nous voyons des personnes fragiles. Il faut être vacciné. C'est un véritable devoir. Très bien. Je te propose maintenant de répondre à la question de Louis Pénéranda, président du syndicat des pharmaciens du Vaucluse. Bonjour, Louis Pénéranda, président du syndicat des pharmaciens de Vaucluse. Bonjour Philippe, le ministère t'a-t-il indiqué que les pharmacies seraient exclues des opérations de délestage cet hiver? D'après toi, est-ce que tu penses qu'il faut s'y préparer? Merci. Alors, est-ce qu'on va travailler dans le noir cet hiver? Franchement, on n'aura pas d'exception pharmaceutique par rapport aux autres, à la population générale. Il n'y aura pas d'exception pour les officines de pharmacie. Donc, s'il y a des délestages, ils seront au maximum de 2 heures, mais ils vont nous concerner et ça, c'est forcément bien embêtant. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je crois, mais je vais le rappeler, nous attendons les consignes du ministère sur la conduite à tenir par rapport à nos frigos. Donc, la consultation est en cours du Haut Conseil de la santé publique pour savoir comment faire avec les frigos, quelles sont les bonnes pratiques pour que le frigo ne monte pas en température pendant ces 2 heures de délestage. Donc, dès que nous aurons ces consignes, nous vous les ferons passer évidemment. Et également vous dire que les délestages, s'il y en a, ce n'est pas encore sûr qu'il y en ait, seront annoncés longtemps à l'avance, donc on aura un petit peu de temps pour s'y préparer. Entre-temps, nous vous avons fait passer les consignes donc, pour de rationalité, de consignes, les consignes plus la colle roulée, quoi, en fait, pour, voilà. Doudoune. Pour que citoyens sur l'énergie. Et puis quand même, toutes ces pénuries, c'est vraiment très embêtant. Je vais m'exprimer ce soir. Vous me retrouverez. Vous pouvez me retrouver un peu partout sur le paracétamol et sur la crise des pénuries, paracétamol, amoxicilline. Vous le verrez ce soir sur France 3 National. Si vous le levez tôt sur Europe 1 à 6h20, donc dimanche matin. Voilà, vous aurez. On a l'occasion de pousser quelques coups de gueule sur ces pénuries. On est le dernier maillon de la chaîne avant les patients. C'est à nous qu'incombe le fait d'expliquer. C'est lourd. Franchement, c'est lourd. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Avant de prendre quelques questions des internautes, éventuellement un petit point sur le Tour de France de la Convention. Donc, il y a eu Marseille juste après Paris, Lyon dernièrement. Où se déroule la prochaine étape? On va respecter les vacances scolaires et ensuite nous irons à Nancy. Où on parlera des entretiens pharmaceutiques, les anciens et les nouveaux, et la réforme des anciens pour enfin faire démarrer ces entretiens pharmaceutiques. Donc voilà, Lyon et Marseille ont été 2 grandes étapes. Vous avez déjà Marseille en replay, vous pouvez le regarder sur le site de la Fédé avec la vaccination. Et vous vous souvenez que c'est le thème de Marseille, c'était la vaccination. Et dès que le replay de Lyon sera disponible, bien sûr, vous serez averti. C'était passionnant sur le dépistage. Et on a eu énormément de questions de la salle sur les dépistages. Donc, vous écouterez ça en replay bientôt. Alors, il nous reste moins d'1 minute pour les questions des internautes. Alors, une question tout à l'heure de Sébastien concernant le dispositif proposé par La Poste. Le dispositif, mes médicaments chez moi. Les médicaments chez moi. Écoutez, ça fait des années que La Poste essaye de proposer des médicaments, des services de médicaments à domicile. Nous, à la Fédération, comme vous savez,
on est favorable à la proximité. On ne veut pas de médicaments vendus à distance, à des milliers de kilomètres par d'autres circuits, parce que ça nuit aux soins, ça nuit à la qualité de la prise en charge. Donc, on est très réticent sur la technique et les techniques de livraison. Pour autant, ça fait maintenant 3 fois que les dirigeants du projet pour la Poste viennent me voir à la fédération pour m'expliquer que la Poste, c'est un service public, qu'ils sont eux aussi attachés à la proximité et qu'ils aimeraient arriver à trouver une méthode avec nous pour que les pharmacies de proximité puissent s'occuper de leur patientèle autour d'eux sans bien sûr, sans aller en dehors de la zone de licence. Bon, moi j'ai entendu, et c'est exact, que la Poste, ce n'est pas quand même Amazon, et donc on peut peut-être travailler avec cet acteur public. En tout cas, moi je pars d'une posture où je suis très réticent au départ. Comme j'ai écouté et entendu, je vais en parler aux instances, je vais en parler au Bureau national, je vais en parler au conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la fédération. Et si les pharmaciens qui sont les représentants, c'est eux qui décident en fait, on peut essayer de travailler avec la Poste pour voir s'il y a un chemin pour permettre aux pharmacies de proximité de s'occuper de leur patientèle qui ne peuvent pas se déplacer à la pharmacie d'une autre manière que par un membre de l'équipe qui va à domicile. Comme je vous dis, je ne suis pas super chaud, mais voilà où on en est de l'état des relations avec la Poste. Ça fait 20 ans qu'on dit non et on est toujours sur une posture de dire non. Voilà. Maintenant, j'admets que la Poste est un service public, il travaille avec c'est Doca Post, une filiale de la Poste qui quand même héberge le dossier pharmaceutique, qui héberge le DP. Ce n'est pas les pires, c'est ça que je voulais dire. Effectivement. Merci Philippe. Je pense qu'on a vraiment été trop long, il faut qu'on arrête. On répondra sans doute aux questions, soit la prochaine fois, soit au fur et à mesure qu'elles se poseront. N'hésitez pas à alimenter par vos commentaires. Merci également à Louis Pénéranda pour la question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. D'ici là, passez un bon week-end. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée, bon week-end.